Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Il est 9h12 sur Sud Radio. Notre débat, faut-il fermer ou à tout le moins sanctionner les plateformes comme Telegram? Nous en parlons avec vous, 0826 300 300. Vous êtes peut-être des utilisateurs de cette plateforme, appelons-la comme ça. Appelez-nous, tiens, prenez la parole. Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce qu'on y voit? On est avec nos deux invités. Nathalie Loiseau, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes eurodéputé Renew Europe, membre du parti Horizon et auteur notamment de ce livre, La guerre qu'on ne voit pas venir. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Quelle guerre? Vous nous le redirez sur Sud Radio. Nous sommes aussi avec notre autre invité, Fabrice Epelboin. Bonjour. Bonjour. Spécialiste des médias sociaux, vous êtes par ailleurs enseignant à Sciences Po. Il est 9h13 sur Sud Radio. Petit rappel des faits, ce grand débat aujourd'hui. Faut-il fermer ces plateformes comme Telegram? On revient sur ce qui s'est passé les jours derniers, ma chère Laurie Leclerc. Oui, le PDG de Telegram, Pavel Durov, qui est mis en examen, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français, 5 millions d'euros de caution. Avec son frère Nikolai, cofondateur de Telegram en 2013, il leur est reproché de ne pas agir contre la diffusion de contenu criminel sur cette messagerie. La procureure de Paris, Laure Becquot, explique que Telegram apparaît dans de multiples dossiers portant sur différentes infractions avec une quasi-totale absence de réponse aux réquisitions judiciaires, permettant donc l'interpellation de suspects dans des affaires comme le trafic de stupéfiants, la pédocriminalité, l'escroquerie ou encore le blanchiment en bande organisée, mais également des organisations terroristes. Alors ça, c'est pour ce qui circule dans les messages cryptés de cette application. Revenons maintenant à ce créateur, Pavel Durov. Quel lien a-t-il avec Emmanuel Macron? C'est la question qui a commencé à se poser à tel point que le président a été obligé d'y répondre. Pavel Durov a rencontré plusieurs fois le président Macron en 2018. Au cours de l'une de ces rencontres, le sujet de sa naturalisation française est abordé. Pavel Durov qui obtient ensuite son passeport français en 2021 grâce donc au chef de l'État. Hier, depuis la Serbie, Emmanuel Macron assume cet octroi de nationalité mais a totalement démenti être au courant de la présence du milliardaire la semaine dernière sur le sol français. Il est faux que j'avais procédé à quelque invitation que ce soit. C'est totalement faux. Je n'étais pas supposé voir M. Durov, ni en fin de semaine dernière, ni dans les jours à venir. Je n'étais pas au courant qu'il allait arriver en France. Et c'est une action indépendante de la justice française. Enfin, pour ce qui est de la naturalisation, c'est en effet une décision que nous avons prise en 2018, de mémoire, et que j'assume totalement. Et le Kremlin, de son côté, a mis en garde la France contre une persécution politique. Dénonce une tentative de restriction de la liberté de communication, une arrestation qui pourrait devenir un outil de propagande russe contre l'Occident, selon le journal Le Parisien. Et un effet de cette mise en lumière de Telegram, selon le média américain TechCrunch, les téléchargements de l'application ont augmenté de 4% en Amérique, mais également dans le monde entier, depuis l'arrestation de son créateur. Exactement. Merci Laurie Leclerc. Nous sommes avec nos deux invités. Nathalie Loiseau, je le disais, eurodéputée Renew Europe. Bon, j'imagine que vous aussi, lorsque vous avez lu ce communiqué de presse du Kremlin qui dénonce un risque de persécution politique, vous avez dû vous étouffer. Parole d'expert, parce que pour ce qui est de la persécution politique, le Kremlin en est familier, en particulier vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis des activistes, vis-à-vis de quiconque contrarie les vues de Vladimir Poutine. Là, on est face à une affaire de justice, donc je vais pas interférer dans l'affaire de justice elle-même, mais ce qu'on comprend, et en tout cas ce que je partage, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes une plateforme en ligne que ce qui se passe en ligne ne doit pas respecter les règles, la loi de ce qui se passe dans la vraie vie. Ce qui est illégal dans la vie réelle doit être illégal en ligne. Et donc abriter des trafics de pédocriminalité, abriter des trafics de stupéfiants en ligne, ne pas coopérer avec la justice, ça a forcément des conséquences. Dans un pays qui respecte l'état de droit, ce qui est le cas de la France, c'est à la justice de décider. C'est la justice qui a demandé l'arrestation de Pavel Durov. Il est mis en examen, il est libéré sous contrôle judiciaire étroit, et c'est la justice qui tranchera. Mais je ne suis en rien choquée du principe selon lequel ce qui est illégal dans la vie doit être illégal en ligne de la même manière. Alors notre autre invité qui est avec nous, Fabrice Epelboin, spécialiste des médias sociaux. L'arrestation en France de Pavel Durov a été un coup de tonnerre mondial en quelque sorte qui a fait réagir dans de nombreux pays. Tiens, exemple avec le patron de X, Elon Musk. C'est comme si la France avait été la première à briser un tabou, Fabrice Epelboin. Pourquoi ?
Parce que Pavel Durov est une cible facile. Typiquement, les Brésiliens en ce moment tentent de s'attaquer à Elon Musk et ils se sont aperçus, pas plus tard qu'hier, suite à un communiqué de l'armée, que sans Starlink, l'armée brésilienne était totalement incapable de communiquer. On rappelle, c'est le réseau de satellites lancé par Elon Musk par ailleurs. Voilà. Absolument. Et pour ce qui est de l'Europe, il n'y a pas de programme spatial européen sans Starlink. Ariane Espace est bien incapable d'assurer le lancement des satellites européens à un coût raisonnable. Il n'y a pas de transition écologique, sauf à se résigner à adopter des voitures électriques chinoises. Donc on est sur un rapport de force qui est beaucoup plus facile avec Pavel Durov. Et puis surtout, il y a un contexte géopolitique qui est plus simple, on va dire, avec Pavel Durov. Il est détenteur de 4 passeports. Alors, si on fait exception d'un petit passeport, d'un petit paradis fiscal, qu'il partage d'ailleurs avec Patrick Drahi, il a la nationalité russe, la nationalité française et la nationalité émirati. Et le Wall Street Journal a révélé la semaine dernière que la France et les Émiratis, en 2016, avaient mis sous écoute Pavel Durov. Et les relations cyber entre la France et les Émiratis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc, on est là dans quelque chose qu'il est difficile de ne pas voir comme un piège, parce que très honnêtement, comment imaginer un instant que le service de renseignement n'ait pas averti le président de la République qu'un mandat d'arrêt courait sur l'un de ses protégés et que celui-ci, bien bénéficiant d'une immunité totale s'il l'avait fait, n'ait pas averti Pavel Durov d'éviter de mettre les pieds en France. Là-dessus, il faut arrêter de prendre des gens pour des idiots. Mais au-delà de ça, pardon, Fabrice Epelboin, si cet homme est visé par un mandat d'arrêt pour des faits qui sont graves, on les a rappelés à l'antenne sur Sud Radio, il met le pied sur le sol français. Concrètement, c'est la logique qu'il soit à tout le moins interpellé et mis en examen. Dans ce cas-là, il faut interpeller Mark Zuckerberg, parce que vous pouvez également trouver de la prostitution infantile et de la drogue sur Facebook, tout comme Snapchat, dont le patron a également bénéficié d'un passeport français. Et Dieu sait que vous pouvez trouver et de la drogue et de la prostitution infantile sur Snapchat. Donc à un moment, on est plus dans l'arbitraire que dans la justice. Mais d'accord, mais ça nous amène, ça tombe très bien, à notre débat. Et notre débat, c'est faut-il sanctionner les plateformes comme Telegram qui laissent circuler des contenus manifestement illégaux et illicites. Et ça, c'est le débat fondamental. C'est pour ça que c'est très bien qu'on l'ait avec vous, Fabrice Epelboin, et avec Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau. Écoutez, c'est ce que l'Union européenne a cherché à faire en votant les premières régulations du numérique, en particulier la loi sur les services numériques. C'est ce que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui est illégal dans la vie est illégal en ligne. Et je reprends ce que vient de dire Fabrice Epelboin. Alors je suis pas dans sa théorie du complot, c'est-à-dire le président savait et il a prévenu ou pas. La justice en France est indépendante. C'est pas une théorie du complot, madame. C'est vous répondrez. Alors, je n'ai pas interrompu, donc laissez-moi dérouler. Si vous n'en savez rien, et je peux vous dire une chose, c'est que la justice ne demande pas la permission et que les services de renseignement en France respectent la loi. Heureusement, nous ne sommes pas en Russie, nous sommes en France et faisons bien la différence. Alors justement, mais revenons malgré tout sur les autres plateformes. Justement, est-ce que c'est le début des autres plateformes, voilà. La loi sur les services numériques a été adoptée par l'Union européenne. Et pourquoi c'est important de l'avoir fait à 27 ? C'est parce que pour peser face à un Elon Musk, face à un Mark Zuckerberg, face à TikTok, on est plus fort à 27 que l'on l'est à niveau national. C'est demander à ces plateformes de respecter nos règles. Respecter nos règles, ça veut dire modérer les contenus, s'assurer qu'il n'y a pas de manipulation de l'information délibérée et malveillante, et évidemment traquer la criminalité en ligne. La loi a été adoptée par l'Union européenne, maintenant tout est dans la mise en œuvre. C'est long, c'est lent, les pays européens prennent beaucoup de temps pour désigner qui dans chaque pays doit être en charge de cette mise en œuvre. C'était le cas en France, mais ça n'est par exemple pas le cas en Belgique. Et puis surtout, maintenant, il faut arrêter les discours, il faut passer à l'acte. Thierry Breton a dit à plusieurs reprises que ne respectait pas le Digital Service Act. Il y a des sanctions qui sont possibles, qui frappent au portefeuille. Le but, c'est pas forcément de mettre les gens en prison, mais c'est en tout cas de les convaincre qu'ils ont intérêt à respecter nos règles et que nous avons les moyens de faire respecter. Alors justement, on va en parler avec vous dans un instant, si vous le permettez bien, Nathalie Loiseau, si vous le voulez bien. Restez avec nous. Et vous tous qui nous écoutez au 0826 300 300, est-ce que vous utilisez Telegram ? Qui faites-vous ? Qui voyez-vous ? Qu'en pensez-vous ? On est avec Nathalie Loiseau et Fabrice Epelboin. Dans un instant, question très simple et en même temps presque philosophique. Qui doit faire la police sur les plateformes elles-mêmes ou les différents États? C'est ce qu'on verra avec nos invités. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. 9h25 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Nous parlons de l'application Telegram, une plateforme d'échange dans laquelle vous pouvez vous envoyer des messages, mais qui sont cryptés. Tous envoient des mots d'amour, évidemment, des messages, des conversations sportives et aussi des actes qui font froid dans le dos, comme par exemple des messages dans le cadre de trafic d'enfants. C'est arrivé, des messages à caractère pédocriminel, des messages à caractère terroriste. Voilà ce que la justice française reproche à l'application Telegram et voilà ce pourquoi a été arrêté en France il y a quelques jours son fondateur Pavel Durov. Alors on pose cette question très simple, qui doit faire la police sur ces plateformes? Est-ce à l'État de le faire ou est-ce à ces plateformes elles-mêmes? On en débat avec nos deux invités qui sont toujours avec nous. Fabrice Epelboin, spécialiste des médias sociaux, Nathalie Loiseau, eurodéputée Renew et membre du parti Horizon. Nous sommes aussi au 0826 300 300. Tiens, avec un informaticien qui nous appelle, c'est Johan depuis Marseille. Bonjour Johan. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur Sud Radio. Bonne rentrée à vous, si vous l'avez déjà eu. Tiens, question qu'on vous pose, mon cher Johan, vous qui êtes informaticien. D'abord, est-ce que vous utilisez Telegram? Non. Bon, c'est une bonne chose. J'ai une autre plateforme, j'utilise une autre plateforme, mais pas Telegram. Écoutez, en tout cas, c'était au moins on le saura. Que vous l'utilisiez ou non, la question reste la même. Qui doit faire la police sur ces plateformes? Écoutez, moi si j'adapte à mon métier, quand je donne un accès Internet à mes collaborateurs, je suis responsable de la navigation qu'ils vont avoir dessus. Pour moi, ce sont les plateformes qui doivent modérer le contenu de celle-ci et qui doivent s'assurer que les échanges qui ont le dessus respectent le cadre de la loi. Si on reste dans le cadre du travail, par exemple, vous avez des collaborateurs, s'ils vont sur un site interdit, délictueux ou autre depuis le poste que vous leur fournissez, vous considérez que c'est votre responsabilité, c'est ça? Ah, c'est pas que je considère, c'est que légalement, c'est ma responsabilité. D'accord. Et c'est ainsi que celle de mon dirigeant. Et donc, je suis dans l'obligation, parce que je suis considéré comme un fournisseur d'accès Internet. Oui. Je suis dans l'obligation, si la justice vient me demander des comptes, de leur fournir des relevés, des connexions de mes collaborateurs et prouvant qu'ils se sont bien connectés ou non, d'ailleurs, à des plateformes qui pourraient être effectivement illégales. Mais c'est très intéressant la comparaison que vous faites, Johan. Restez en ligne avec nous, 0826 300 300. Ça vaut pour nous aussi, tiens, sur Sud Radio. Si moi je laisse quiconque tenir des propos à caractère terroriste ou des appels à la haine, j'en suis moi-même comptable. Fabrice Epelboin, pourquoi les patrons de plateformes ou les plateformes elles-mêmes seraient les seuls à ne pas avoir à assumer ce qu'elles permettent de faire sur leur propre plateforme? En vertu de différentes lois comme la LCEN ou plus proche de nous le fameux Digital Service Act, qui ne prévoit pas du tout ça, qui prévoit que si on signale aux plateformes un contenu délictueux, celles-ci doivent se saisir du problème et acter. Ce qui est très bien. Et le DSA est plutôt bien fichu à ce niveau-là. Il a même prévu de mettre en place dans chaque nation européenne des signaleurs de confiance, c'est-à-dire des entités. On n'a pas la moindre idée de qui c'est en France, ça c'est un vrai problème, mais qui sont désignés par l'autorité, typiquement en France l'ARCOM, et qui ensuite vont signaler un contenu terroriste, un contenu pédophile. À partir de là, les plateformes doivent s'en saisir. C'est pas du tout la même approche que faire la police chez soi à la façon d'un État ou d'une entreprise avec ses employés. Là, par contre, on a un exemple très clair, c'est la Chine. La Chine fait ça. La Chine fait ça, mais pour modérer 800 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire grosso modo le double du nombre d'utilisateurs qu'on a en Europe, ils ont 2 millions de modérateurs payés en large partie par l'État. Donc ça ne pèse pas sur le modèle économique des plateformes locales. 2 millions de modérateurs, faites une règle de 3, ça voudrait dire que Facebook devrait avoir 1 million d'employés juste pour la zone Europe. C'est invraisemblable au regard de leur modèle économique. Et de toute façon, le DSA ne leur demande pas ça, soyons clairs. Il n'est pas question de dire aux plateformes « faites la police chez vous ». Il est question de dire aux plateformes « écoutez-nous quand vous signale un contenu et prenez acte ». Et n'écoutez pas tout le monde, parce que si 400 millions d'Européens commencent à signaler dans tous les sens qu'on va avoir des raids de trolls, des mouvements d'activistes qui vont se saisir de cette opportunité, écoutez des gens qui ont été désignés au sein de chaque nation européenne comme signaleurs de confiance. Et c'est là qu'il y a un gros loup, parce que ces shérifs de la liberté d'expression, en France, c'est l'opacité la plus totale. On ne sait pas qui est en charge de jouer les shérifs sur la nation française. Problème d'organisation en France, Nathalie Loiseau? Opacité. On a choisi en Europe, je crois, le juste milieu entre ce que Fabrice Epelboin décrivait sur la Chine, c'est-à-dire un pays où c'est le Parti communiste qui décide ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut pas voir en ligne.
et qui, d'un côté, déverse de la propagande et de l'autre interdit toute expression critique. Et le but, c'est certainement pas de limiter la liberté d'expression. Et puis de l'autre côté, les États-Unis, qui sont à l'origine de la plupart des grandes plateformes et qui restent dans cette espèce de mythe un peu libertaire du début de la création de Facebook et des autres, qui disent en gros, laissez les plateformes décider, elles s'auto-réguleront très bien toutes seules. On a attendu, on l'a cru. Il y a eu pendant longtemps un code de bonne conduite des plateformes à qui on disait, voilà, écoutez, faites les choses du mieux possible et on vous fait confiance. En fait, on s'est aperçu qu'il se passait pas grand-chose pour une raison simple, et là encore, Fabrice Epelbaum l'a dit, c'est qu'avoir des modérateurs, ça coûte de l'argent pour les plateformes. Oui, ça coûte de l'argent, effectivement. Il y avait, par exemple, un certain nombre de modérateurs sur les contenus en langue anglaise, déjà beaucoup moins sur les contenus en langue française, alors pas du tout sur les langues peu parlées dans l'Union européenne. Et on s'est aperçu que dans des pays comme la Slovénie, la Slovaquie, la manipulation de l'information, les contenus illégaux étaient absolument pas contrôlés par les plateformes. Donc on a cherché le juste milieu en disant, en effet, écoutez, on vous demande, vous, plateformes, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de manipulation, à ce qu'il n'y ait pas d'opération manifestement artificielle. On vous demande aussi de nous dire comment est-ce que vos algorithmes mettent en avant certains contenus par rapport à d'autres. Et on sait tous que les contenus, en gros, les plus scandaleux sont ceux qui ont le plus de visibilité. Est-ce que c'est ça le modèle de débat public dont on rêve en Europe? Je ne crois pas. Donc on a ce débat qui ne va pas une seule seconde à l'encontre de la liberté d'expression, mais qui refuse de considérer que un milliardaire américain a la main sur la manière dont il organise notre débat public dans un espace public en Europe. Et je pense que on avance pas à pas, avec beaucoup de prudence. Les débats qu'on a eu au Parlement européen sur la régulation l'ont montré. On est très attentif à ne pas avoir la main inutilement lourde, mais on ne veut plus voir un Elon Musk ou un patron de TikTok, en fait, décider de ce qu'on regarde et de ce qu'il ne faut pas que l'on voit. Alors, j'ai une question toute bête, très concrète pour vous, Nathalie Loiseau, malgré tout. Des échanges à caractère antisémite, on en lit tous les jours sur Twitter, sur X maintenant. Est-ce que ça signifie que la prochaine fois que Elon Musk posera le pied sur le sol français, il faudra qu'il soit interpellé pour être comptable de ce qu'il laisse échanger sur sa plateforme, au même titre que Pavel Durov sur Telegram? Il faudrait déjà qu'ils répondent aux interpellations de la Commission européenne et que la Commission européenne entre dans un rôle qu'elle a rarement joué jusqu'à présent, consistant, si les dérives sont établies, à imposer des sanctions. 6% du chiffre d'affaires mondial de n'importe quelle plateforme, je pense que ça fait réfléchir un Elon Musk ou un autre. Donc il faut qu'on soit absolument capable de faire ce que nous avons décidé que nous ferions. Moi, je constate effectivement que depuis que Elon Musk a pris la tête de X, on a vu changer cette plateforme. On a parfois l'impression d'ouvrir une poubelle quand on ouvre ce réseau social. Moi, j'ai constaté, alors de manière très anecdotique et très personnelle, j'ai signalé des contenus qui consistaient en des menaces de mort me concernant. Et c'est malheureusement pas rare pour des hommes et des femmes politiques. Aujourd'hui, quand vous signalez ces contenus à une plateforme comme X, vous avez une réponse qui vous dit que le contenu n'est pas contraire aux règles de la communauté. Là, il y a quand même un problème. Oui, on a tous fait l'expérience. Donc ça, on peut le confirmer. Je pense que Fabrice Epelbaum le confirmera. Parce que j'ai envie de parler de moi, mais parce que c'est très général. Donc, il est aujourd'hui temps que si X ou d'autres veulent bénéficier du marché européen, ils respectent les règles que nous avons décidées en commun au niveau de l'Union européenne. Le mot de la fin pour Fabrice Epelbaum. Une petite mise en contexte, Elon Musk a dénoncé, après son arrivée chez Twitter, une ingérence dans la campagne américaine, une censure des militants et des candidats et d'élus républicains, ce qui n'est pas sans rappeler des récents déboires de choses similaires sur Meta récemment. Et tout ça a été taxé de théorie du complot. Il se trouve que Mark Zuckerberg vient de confirmer ses propos, pas plus tard qu'avant-hier. Auprès de la commission judiciaire du Sénat américain, ce qui montre très clairement une ingérence de Twitter et une censure. D'où le fait qu'effectivement, après sa prise de pouvoir, vous avez eu l'impression que tout d'un coup, l'extrême droite explosait sur Twitter. C'est tout simplement du fait qu'elle était censurée avant. Par ailleurs, Elon Musk a fait acte de transparence. Tous les algorithmes de Twitter sont disponibles publiquement. Ils sont open source.
Vous pouvez désactiver l'algorithme, contrairement aux autres réseaux sociaux. C'est un onglet. Vous prenez l'onglet abonnement, vous désactivez l'algorithme. Vous avez accès en permanence à toutes les modifications d'algorithmes qui sont publiques et commentées. Et là-dessus, je conviens tout à fait qu'effectivement, l'arrivée d'Elon Musk a donné suite à une explosion de l'extrême droite, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Et pas seulement. Mais très concrètement, ça correspondait à une censure précédemment et à de multiples ingérences de Twitter dans une quantité de régimes politiques. Il en est question également au Brésil. Et lors d'une récente passe d'armes avec Thierry Breton, Elon Musk a sous-entendu qu'il était exactement... Alors on est en train de perdre la ligne de Fabrice Epelboin. J'espère que ça ne passera pas pour une censure cachée, parce que c'est pas du tout notre intention. Ça, c'est des choses qui arrivent sur la bande passante. En tout cas, on a compris, pour résumer votre propos, mon cher Fabrice Epelboin, à la fin de votre intervention, que l'ingérence n'était pas toujours derrière ce qu'on croyait. Si je peux résumer votre propos, j'aimerais vous remercier l'un et l'autre d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Nathalie Loiseau, eurodéputée Renew et membre du parti Horizon. Merci à Fabrice Epelboin qu'on entendait à l'instant, spécialiste des médias sociaux. Et merci à Joanne de Marseille au 0826 300 300. Allez, il est 9h36 sur Sud Radio. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, vous allez avoir froid dans le dos en entendant ce que vous entendrez dans un instant sur Sud Radio. Place aux grandes histoires criminelles françaises. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.